RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Plusieurs sujets d'actualité. Ce matin, avec votre invité, vous recevez la chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès. Virginie Ruffnac est en effet avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer, si vous le voulez bien, par l'actualité sanitaire, puisque vous êtes signataire d'une proposition de délibération au Congrès que vous avez co-signée avec Pierre-Chanel Tutugoro, Mila Coulo-Toukoumoli, Omer Aneslin et Guy-Olivier Quénaud, demandant le retrait de l'obligation vaccinale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la démarche d'abord ? Parce qu'il y a quelques temps, on avait voté un texte pour l'obligation vaccinale et là, on demande à ce que cette obligation vaccinale soit retirée. Tout à fait. En fait, ce n'est pas du tout la fin du combat pour la vaccination, bien au contraire. Il faut continuer le combat pour la vaccination. Mais on considère que l'obligation en elle-même est devenue aujourd'hui contre-productive. Elle crée plus de désordre qu'elle n'est efficace en matière de vaccination de nos populations. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sur la planète, de manière générale, l'incitation a souvent été préférée à l'obligation. Il n'y avait que 3 pays, je vous le rappelle, le Turkménistan, le Tadjikistan et le Vatican, puis la Nouvelle-Calédonie qui avait posé l'obligation vaccinale. Donc, on considère sur ce sujet qu'il ne faut pas être dogmatique, qu'il ne faut pas s'attacher à une mesure par principe ou par fierté, mais qu'il faut vraiment être particulièrement pragmatique, regarder la situation qui a évolué. Je rappelle que nous n'avons plus que 8 personnes en réanimation. Je rappelle que nous sommes en dessous de 50 en matière de taux d'incidence. Et je rappelle aussi qu'il y a un nouveau variant qui est le Omicron, dont on ne sait pas si le vaccin actuel qui est utilisé pourra être immunisant. Nous le saurons dans les jours à venir. Dans ce contexte, nous souhaitons que soit maintenu le combat pour la vaccination, mais cette fois-ci, vraiment avec de la pédagogie, de la sensibilisation des dernières personnes qui ne sont pas vaccinées et qui sont, je ne parle pas de celles qui ont des contre-indications, bien sûr, mais de celles qui sont des personnes à risque et faire de la part du gouvernement une démarche vers ces personnes. D'ailleurs, la délibération, elle est accompagnée d'un vœu demandant au gouvernement d'aller vers ces personnes à risque pour vraiment les sensibiliser au fait que la vaccination est une protection individuelle contre les formes graves. Alors, ce que vous craignez aussi, c'est que ce qui accompagne cette délibération, l'obligation vaccinale, c'est qu'il peut y avoir des sanctions contre un certain nombre de salariés et d'employés s'ils ne sont pas vaccinés, que ça crée des difficultés au sein des entreprises. Mais écoutez, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si nous maintenons l'obligation vaccinale que nous avons votée et que j'ai votée avec la commission permanente en septembre, eh bien, le 31 décembre, d'une part, des amendes de 175 000 francs doivent être prononcées à l'égard d'un certain nombre de salariés, mais d'autre part, la DTE, notamment la direction du travail de la Nouvelle-Calédonie et d'autres acteurs en matière juridique, nous indiquent que ça pourrait aller jusqu'au licenciement dans les entreprises de personnes qui ne seraient pas vaccinées et que l'employeur ne pourrait pas reclasser sur d'autres postes que celui sur lequel ces personnes exercent leurs fonctions. Comment fait-on à l'hôpital, Jean-François, si jamais une quarantaine de personnes n'est pas vaccinée? Est-ce qu'on les licencie? Est-ce que les Calédoniens peuvent encore se faire soigner au Medipôle? Est-ce qu'on est en capacité de remplacer ces personnes? Nous ne le sommes pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette obligation vaccinale pose plus de problèmes sociaux et de désordre qu'elle ne règle le vrai problème de l'immunité et de la protection des populations calédoniennes. Donc un politique, quand il voit la situation, il doit privilégier à la fois l'intérêt général et l'intérêt des populations. Encore une fois, il ne doit pas s'attacher à une mesure par fierté, par dogmatisme, et il doit répondre vraiment à cet intérêt général. Alors, les signataires de cette proposition de délibération, il y a eu un débat en commission plénière, vous êtes retrouvés hier avec les chefs de groupe et les signataires au Congrès pour essayer de trouver un certain consensus autour de ce texte pour être sûr finalement qu'il puisse être voté avant la fin de l'année. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Est-ce que la démarche s'est révélée positive pour l'instant? Écoutez, hier après-midi, effectivement, nous étions venus, comme vous l'indiquez très justement, le format, c'était les chefs de groupe et les auteurs de la proposition. Nous étions donc venus pour essayer de trouver des formes de compromis, par exemple, pour proposer qu'on mette en œuvre cette abrogation de l'obligation vaccinale au 31 décembre, pas immédiatement. On était venus avec une volonté d'unanimité, d'essayer de trouver l'unanimité sur cette proposition de texte. Et puis Philippe Gomez, qui ne faisait pas partie de ce format, est venu, nous a invectivés avec des propos très agressifs et outranciers. C'était une forme de caricature. Et ce sujet ne doit pas être traité dans l'agressivité. Encore une fois, c'est un sujet humainement difficile. Toute la planète a été touchée par cette crise sanitaire. On doit rassembler les populations autour de ça. Malheureusement, on constate qu'il y a des acteurs qui en font un sujet politicien, qui encore utilisent ça pour diviser les uns les autres. Vous savez, on a tant de divisions en Calédonie. Notre volonté, c'est de rassembler les populations calédoniennes. Aussi sur ce sujet, nous en avons besoin, et de ne pas opposer
les pro-obligations, les contre-obligations, les pour-vaccination, les contre-vaccination. On a déjà les pour l'indépendance, ceux qui ne le sont pas. On a parfois certains qui instrumentalisent les patrons contre les salariés. Enfin, il y a des acteurs politiques qui aiment bien diviser la société calédonienne. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous essayons de rassembler. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce texte maintenant ? Écoutez, malheureusement, il y a eu un échec de cette réunion pour les raisons que je vous indiquais précédemment à l'instant. Nous souhaitons maintenant que chacun prenne ses responsabilités et que ce texte sur à la fois la levée de l'obligation, mais aussi un vœu demandant au gouvernement de faire une vraie sensibilisation et de la pédagogie à l'égard des personnes qui sont encore à risque et pas vaccinées, soit examiné, que chacun prenne ses responsabilités. Jean-François, je voudrais vous dire qu'il y a donc 170 000 personnes qui ont un schéma complet en Calédonie, 180 000 personnes qui ont une première dose, qu'avec les personnes qui ont contracté la maladie, qui ont développé donc des défenses immunitaires, nous sommes, si on ne compte pas les jeunes qui ne sont pas soumis à cette obligation, à 85%, d'après les experts, de notre population qui est immunisée. On a le pass et l'obligation, ce que personne n'a, donc c'est ceinture et bretelles. Comment voulez-vous que les Calédoniens comprennent ce qui se passe et à un moment donné, la population, il faut l'emmener vers un schéma dans une route de sérénité et d'apaisement. Et cet apaisement aujourd'hui, pour nous, il passe par la levée de l'obligation, qui est actuellement cette obligation. Je ne parle pas, encore une fois, de la vaccination à laquelle je suis favorable, pour laquelle je suis entièrement favorable. Mais cette obligation est contre-productive aujourd'hui. Alors, le texte sera étudié par les élus du Congrès d'ici la fin de l'année, bien évidemment, puisqu'on rappelle que pour l'instant, cette obligation vaccinale entrerait en vigueur au plus tard au 31 décembre. On va changer de sujet, si vous le voulez bien, Virginie Ruffnac, parce que les Républicains ont désigné leur candidate pour l'élection présidentielle. C'est Valérie Pécresse qui a été désignée au terme d'un long processus interne. Votre réaction d'abord sur la candidate Pécresse pour la présidentielle ? Écoutez, vous savez, moi je suis très 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 fan de Valérie Pécresse. C'est une femme courageuse, engagée, qui a montré, qui a fait ses preuves. Elle a été ministre, je vous rappelle, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche au moment de la réforme des universités, puis ministre du budget et des comptes publics, toujours sous la présidence de Nicolas Sarkozy, alors qu'on sortait d'une crise internationale financière et économique. Donc c'est une femme qui, à la tête de sa région aujourd'hui, a fait ses preuves. Moi je considère que c'est vraiment le moment pour qu'une femme assume les plus hautes responsabilités pour notre pays, que cette femme est celle qu'il nous faut parce qu'elle porte en tout cas des valeurs républicaines, mais des valeurs aussi de retour, d'état de droit, de retour à une autorité aussi de l'État, mais aussi à plus de dignité pour notre pays qui a été très abîmé ces dernières années. Et donc, c'est une très belle candidature et nous sommes très heureux de voir qu'elle commence à être reconnue à sa juste valeur, puisque effectivement, vous avez signalé qu'elle est en tête dans le dernier sondage devant Emmanuel Macron. Voilà, vous savez que les sondages sont aussi à manipuler avec précaution et puis que le temps est long jusqu'à l'élection présidentielle. Comment vous allez vous organiser en Calédonie pour la soutenir ou l'aider ? Alors écoutez, on va bien sûr mettre en place le comité de soutien de Valérie qui doit regrouper évidemment pas que des responsables politiques, mais des personnes qui dans la société se reconnaissent dans cette personnalité honnête, travailleuse, engagée. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Et puis, Valérie Pécresse a énormément envie de venir à la rencontre des Calédoniens. Elle est très attachée aux Français de Nouvelle-Calédonie que nous sommes, parce qu'elle a aussi une vision gaulliste d'une France qui est présente sur un grand nombre de continents et d'océans. Et elle sait que le cœur des Calédoniens vibre aux couleurs aussi de la France et du bleu, blanc, rouge. Et je suis persuadée que même chez nos camarades indépendantistes, la France, ça n'est pas rien. Et ça représente aussi quelque chose pour eux. Donc, on pourrait voir la candidate Pécresse en Calédonie avant le mois d'avril. Absolument, elle est vraiment très 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 envie de venir. Mais évidemment, on est très contraint par nos difficultés sanitaires et notamment cette septaine. Et vous savez qu'il y a une campagne qu'Emmanuel Macron a imposée de très courte, extrêmement courte, qui en général, ces campagnes courtes sont destinées plutôt à favoriser le président sortant, mais ça n'est pas grave. Mais quand on vient en Nouvelle-Calédonie, on sait qu'il y a 7 jours de septaine à domicile, et dans le calendrier d'une candidate à l'élection présidentielle, c'est complexe, mais elle tient vraiment à faire une vraie campagne en Nouvelle-Calédonie. Alors Virginie Ruffnac, nous sommes à 4 jours maintenant du référendum. On sait que la campagne a été particulière. Les Voix du Non ont dressé le bilan hier en rappelant les conditions sanitaires et puis l'appel à la non-participation des indépendantistes. Quel regard vous portez sur cette campagne et quel est le message que vous souhaiteriez faire passer à 4 jours maintenant de ce scrutin décisif ? Écoutez, je vais commencer par la deuxième question. Vous savez, je pense que ce référendum ne doit pas être un acte manqué. C'est notre dernière consultation de l'accord de Nouméa. Nous avons enfin la possibilité de réconcilier les Calédoniens derrière ces consultations qui, malheureusement, ont été souvent fratricides.
Elle l'a été un petit peu moins cette dernière, et différents responsables politiques ont eu l'occasion de le dire, puisque effectivement la non-participation a peut-être permis qu'il n'y ait pas d'opposition trop brutale, même s'il y a des jeux, bien sûr, politiciens. Moi, j'aspire vraiment à ce que les Calédoniens se mobilisent, que ça ne soit pas un acte manqué, qu'ils participent à notre dernier rendez-vous commun de l'accord de Nouméa, pour qu'enfin nous puissions construire ensemble notre avenir, celui de notre jeunesse, qui attend beaucoup des responsables politiques, qui a envie d'avoir confiance dans notre territoire, d'y vivre, d'y travailler, de s'y investir. Et c'est à cette jeunesse que nous devons d'être à la hauteur de ce dernier enjeu, et donc de les projeter ensuite vers la construction d'un bel avenir dans un territoire, un pays extraordinaire qui est le nôtre. Ce sont des messages que vous avez réussi à faire passer pendant cette campagne ? Je pense que même dans les partisans, nos camarades, partisans du oui, je ne parle pas forcément des responsables, mais c'est un peu embêtant, effectivement, de ne pas participer. Mais je crois qu'il y a une volonté commune d'une très très grande majorité des Calédoniens, à la fois de vivre ensemble, de construire ensemble, de se projeter au-delà de ces accords qu'ont tracés les signataires il y a plus de 30 ans maintenant. La Calédonie a aujourd'hui évolué, elle mérite une réforme de ses institutions, de sa façon de vivre. Et puis il y a une volonté, et alors là je vais parler au nom du rassemblement, que la population soit associée aux choix qui seront faits. Et vous le savez, avec Thierry Santa, on est attaché à ce que l'on puisse organiser une vraie consultation citoyenne pour que les Calédoniens aient la possibilité de s'exprimer. Ils ont beaucoup d'idées, ils ont envie de partager aussi avec les responsables politiques et entre eux. Et c'est ce que nous nous efforcerons d'organiser de manière à leur permettre d'exprimer leurs convictions et leurs aspirations. Virginie Ruffnac, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.